Bonsoir. Scène assez particulière hier dans la matinée à la cité administrative du Plateau. Après l'annonce de leurs résultats, des candidats malheureux au bac ont manifesté devant le cabinet du ministre de l'Éducation nationale. Les détails tout à l'heure dans le Live Actu. Ils sont souvent sollicités dans le règlement des conflits intercommunautaires ou pour apaiser les cœurs lors des soulèvements populaires. Souvent proches des dirigeants, ils sont également très écoutés par une frange de la population. Les chefs religieux tiennent une place importante auprès de la population, composée à plus de 70% de croyants. Pour parler de la situation sociopolitique, nous aurons autour de cette table ce soir Ella Tshisekedi-Kiba, il est imam de la mosquée du Plateau, et le sociologue Faïraman Rodrigue Koné. Débat, analyse, décryptage, l'actualité. Comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Je dirais oyez, oyez encore ce soir. En tout cas, tous les soirs à partir de 20h, vous nous permettez d'être chez vous et pour ce rendez-vous qui est devenu incontournable dans vos différents agendas. Notre profonde gratitude pour vous, très chers téléspectateurs, et surtout notre volonté de vous proposer toujours le meilleur sur nos antennes. Et à propos du meilleur, je me prends au mot pour dire qu'ils sont autour de cette table les meilleurs chroniqueurs d'ici et d'ailleurs. Mesdames, messieurs, dites bonsoir à Edith Broubleu en vert. Bonsoir Brice. À la place de Shine Shine. À la place de Shine Shine, oui. Il y a un vrai switch ce soir. Oui, il y a un switch ce soir. Je suis très loin de moi là aujourd'hui, Brice. C'est vrai. Trop loin. Trop loin, je pense aussi. Vous connaissez la chanson Trop loin de toi? Trop loin de toi. Trop loin. Je suis seule. On voulait qu'on est amoureux là. Sophie Aïda est avec nous. Bonsoir Sophie. Bonsoir Brice. Rayana Assi. Bonsoir Brice. Et Serge Kouachi. Bonsoir Brice, permettez que je relève quelque chose qui est peut-être passé inaperçu, mais vous avez sorti c'était un délice. Hein. Et dites bonsoir à Madame Brou. C'est pas mal ça, c'est C'est vrai que pas j'ai pas mal, remarqué. Ouais. Vous l'avez pas remarqué? Oui. Ah non, moi non. Vous savez, Ce concept appartient à celui qui le met en valeur. Exactement. Voilà. Non, mais celui qui l'a créé aussi. Avec votre permission, mesdames, messieurs, je vous à la maison et ici sur ce plateau. On démarre tout de suite notre tour de l'actualité nationale et internationale. Les nouvelles d'ici et d'ailleurs, c'est maintenant et c'est dans le Live Actu. À l'international, une mutinerie emporte le président Ibeka et son Premier ministre. Le point avec vous, Sophie Aïda. Alors oui, effectivement, l'information a été confirmée aux alentours de 17h20. Aujourd'hui, le président Ibrahim Boubacar Keïta et son Premier ministre, le docteur Boubou Cissé, ont été arrêtés, a affirmé le chef de la mutinerie. Alors depuis très tôt ce matin, on vit un véritable feuilleton, on va dire, avec de nombreux rebondissements. C'est clairement la panique à Bamako. Des coups de feu ont été entendus dans un camp militaire, celui de Kati, qui est proche de la ville. Et puis donc depuis, c'est un peu la confusion à travers les réseaux sociaux, dans différents médias. Il y a eu beaucoup de spéculations. On ne savait pas trop au départ si c'était véritablement un coup d'État qui se préparait. Et puis donc là, je pense que c'est enfin, it's safe to say. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Comment on dit safe to say? On n'a peut-être pas toute l'assurance nécessaire pour le dire. Hein. Ouais. On va juste dire bon, en tout cas, ils ont été arrêtés. Hein, donc on peut en tout cas affirmer qu'il pourrait y avoir un potentiel coup d'État en cours, en tout cas au Mali en ce moment. Donc là, je pense qu'on a eu aussi des condamnations, différentes condamnations de chefs d'État et également de présidents d'institutions, comme par exemple Moussa Faki, qui est le président de la Commission de l'Union africaine. On a eu également la déclaration de la CEDEAO qui s'insurgeait également contre ce coup d'État. de la France aussi, justement, qui partageait le point de vue de la CEDEAO. Et moi, même la question le gouvernement de Donald Trump aussi. Exactement, les États-Unis. Et je pense que la question à se poser aussi, c'est de savoir, vu que le Mali est confronté depuis juin à une crise sociopolitique avec l'imam Diko et son mouvement, le M5, qui a réussi à chaque fois à soulever les populations dans les rues pour demander le départ de Ibeka. Qu'est-ce que ça va donner après ce coup d'État
qui s'est opéré aujourd'hui. On a vu plus ou moins des scènes de pillage, de liesse. De liesse, oui, également. De liesse, d'applaudissements, on va dire ça comme ça, d'applaudissements de population, oui, de pillage aussi. Il se lâche un petit peu. Au domicile du fils du président. Non, mais c'est des scènes, je suis vraiment peiné de le dire, mais ce sont des scènes classiques lors ce genre de coups de force. Ce sont des scènes classiques, on en a assisté un peu partout, notamment même ici. Donc dans les premiers jours, vous avez des parades militaires quand il s'agit de coups de force militaires dans les rues et vous avez une frange de la population qui sort et qui applaudit. De toute façon, la population, tout ce qu'elle veut, c'est être en paix avec ceux qui sont là. Donc surtout s'ils ont des armes, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on dise non, vous n'avez pas le droit de faire ça, donc ils vous applaudissent. Maintenant, on espère qu'après, c'est vraiment quelque chose qui va rester dans la calmie. Ouais. Mais l'histoire nous a démontré autre chose. Ouais. On attend surtout la déclaration de l'imam Dicko aussi, parce qu'on n'a pas entendu depuis. Ne s'est pas encore prononcé. Exactement. En tout cas, on suit de très très près l'évolution de la situation au Mali. Et je pense que dans le JT ou au prochain numéro de ce rendez-vous-là, on aura l'occasion de vous donner plus de détails sur cette situation-là. La Casa du Mali. La Casa du Mali, pourquoi pas. On n'a pas trop envie d'en rire, malheureusement. Oh elle a juste trouvé le titre. Il ne faut pas lui en vouloir, Rihanna. Parce qu'en plus, elle, de son côté, elle va parler des fraudeurs. Peut-être, mais bon, on n'en rit pas non plus. Le bac, peut-être. Oh, oui, d'accord. Baccalauréat 2020, Rihanna Assi. Protestation de candidats déclarés fraudeurs. Alors, eux, ils manifestent. Ils manifestent. Ils ne sont pas contents, effectivement. Ils ont été, comme ils le disent, accusés justement d'avoir fraudé, d'avoir triché aux épreuves. Alors rappelons que les résultats du baccalauréat ont été divulgués vendredi dernier et que voilà, 40% des candidats sont admis, donc la grosse majorité restante parmi eux, il y a ceux qui ont été accusés de fraude, effectivement, qui ont reçu leur collante avec dessus la mention fraude. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas vraiment les notes, c'est des 0,000 pour fraude. Alors ils ont tenté de se faire entendre ce lundi à la Tour D, au plateau, pour interpeller le ministère de l'Éducation nationale sur le fait qu'ils estiment ne pas avoir triché et qu'ils voudraient avoir leur baccalauréat. Alors c'était à travers des cris et des pancartes sur lesquelles on pouvait lire, entre autres, « On ne veut pas être des moutons de sacrifice. Candia, on veut notre bac, on n'a pas fraudé ». Alors certains ont même montré leur bulletin de notes de l'année scolaire où certaines moyennes étaient même au-dessus de 12. Alors ils estiment que s'ils ont si bien travaillé, c'est impossible qu'ils puissent avoir des zéros à l'examen du baccalauréat. Oui. Qu'est-ce qu'on leur reproche? On leur reproche justement d'avoir fraudé. Et sinon, quand on parle de fraude, on parle de soit être pris en flagrant délit, selon ce que la direction des examens et des concours nous dit, ou sinon avoir trait pour trait les mêmes réponses que ceux qui ont été pris en flagrant délit. C'est vrai que c'est la première fois qu'on assiste à une manifestation d'étudiants, d'élèves qui viennent manifester devant le ministère de l'Éducation nationale pour s'opposer à une mention fraude. Moi j'ai un souvenir, mais je crois que c'était le CEPE, c'était les plus jeunes. Une fois, il y avait une reprise d'examen comme ça et eux ne voulaient pas. Il y a eu longtemps, je pense. Voilà. Moi, j'ai jamais été vraiment d'accord, en phase, en tout cas, pas forcément pas d'accord, mais pas en phase avec ce système de fraude, justement, sur les collantes. Parce que quand on vous dit que, allez, si vous avez les mêmes réponses que les personnes qui ont triché, c'est que vous êtes également en fraude, c'est quand même assez léger, je veux dire. Non, parce que la personne qui a triché a un corrigé. Vrai ou faux? Alors, si elle a un corrigé, c'est qu'elle a les bonnes réponses. Bon, alors si vous avez étudié, vous avez les bonnes réponses. Donc, après, comment est-ce qu'on nous explique et comment est-ce qu'on prouve qu'effectivement, vous avez triché simplement parce que vous avez les réponses similaires à une copie de quelqu'un qui a triché. Bon, c'est vrai que c'est un peu... Après, quand on dit une réponse similaire, ce n'est pas forcément les bonnes réponses, parce que ça peut être une réponse similaire, c'est extraordinaire que Edith, qui ait des réponses... se rencontrent, même dans le vrai comme dans le faux. Ben non, franchement, c'est une coïncidence. Après, il peut faire des réclamations. Donc, le délai de réclamation était de 72 heures après la proclamation des résultats, donc du samedi au lundi. Et puis, voilà. Hein, mais on espère qu'ils vont pouvoir trouver une solution parce que c'est assez délicat quand même. Bon, allez, faites les réclamations plutôt que de manifester. Je pense que c'est mieux. Après, les enfants, ils ne suivent que les exemples des adultes aussi, dans ce pays-là. Ouais, bon, après, ils se sont au moins fait entendre. Oui, mais ils n'ont pas eu de réponse. Ils n'ont pas eu de réponse. C'est important. Et si tu me permets, Brice, juste... Ils n'ont pas été gazés. Est-ce qu'ils ont déposé leur avis de... Rihanna veut dire quelque chose. Allez-y, Rihanna. Est-ce que ça a été enregistré et pas traité? Une petite information justement pour les... On n'en rit pas.
Une petite information justement pour les élèves qui passent en classe de 6e. Leur affectation sera faite et dans le communiqué du ministère de l'Éducation nationale, il est dit que l'opération d'affectation en ligne des élèves en classe de 6e au titre de l'année scolaire 2020-2021 débutera le vendredi 21 août 2020 à 23h59 et prendra fin le samedi 5 septembre 2020 à minuit sur toute l'étendue des territoires. Eh bien, la petite innovation, c'est que justement les parents pourront eux-mêmes, à partir de leur téléphone portable, procéder eux-mêmes à l'affectation de leurs enfants dans l'établissement de leur choix. C'est les propositions d'affectation. Oui, tout à fait, mais ils font leur choix et puis ils procèdent eux-mêmes justement à l'enregistrement de leurs enfants en envoyant par message DOB au 9991, donc 9991. En suivant les instructions, ils pourront affecter leurs enfants. Vive la transformation digitale. Yes. Ah, ça vous fait plaisir. Ça existait à l'époque, dans les choix, dans les propositions des parents. Bon, maintenant, c'est juste. Tout à fait. Non, pas dans le digital, justement, ça c'est l'innovation. Donc, je comprends la joie d'Edith. On évolue. En tout cas, je n'ai pas donné toutes les informations, je ne suis pas allée en profondeur, mais on peut contacter le numéro qui figure sur le communiqué, donc 20 00 36 06. Je vous promets que vous faites déjà beaucoup pour donner les numéros et tout ça. Je pense que c'est limite, on est sorti de l'information. Faites un peu de communication. Non, mais après, c'est une télévision citoyenne aussi, au service de la nation, du peuple, des Ivoiriens. On le fait pour bien les que parents. nos enfants y bectent, chers frères. Bon, investiture virtuelle. Hein. Là, nous sommes aux États-Unis pour la convention des démocrates. On en parle un tout petit peu avec vous, Sophie Aïda. Vous êtes, j'ai envie de dire, non, je vais me taire, je vais faire le commentaire après. You are in your element. I am in my element. Totalement. Alors hier a eu lieu la première journée de la 49e édition de la Democratic National Convention aux États-Unis. Donc cette convention nationale d'investiture de 4 jours qui devait normalement se dérouler à Milwaukee dans l'État du Wisconsin du 13 au 16 juillet dernier dans le stade mythique des Bucks. L'équipe de la NBA locale a dû être repoussée du 10 au 20 août. Donc on est en plein dedans en ce moment à cause de la pandémie de la Covid-19 qui sévit donc à travers le monde. Donc cet événement qui a lieu en amont de chaque élection a pour but de permettre justement aux partis démocratiques de désigner officiellement leurs candidats pour les postes de président et vice-président à la présidentielle qui cette année aura lieu le 3 novembre 2020. Alors il était présenté par l'actrice mexico-américaine Eva Longoria. Je ne sais pas pourquoi vous précisez ça. Je sais pas. Mexico-américaine. Ah oui, c'est pour ça? Ok. Oui, non, je pense que c'est un petit clin d'œil, on va dire, à Donald Trump. C'était, voilà. On peut dire ça comme ça. Je préfère rester sur la touche glamour. Oui, c'est glamour. Voilà. C'est aussi glamour. Donc cette première journée de cérémonie au format virtuel, donc inédit, comme tu disais tout à l'heure, Brice, Covid-19 oblige à rassembler les partisans, des intervenants, des speakers, exhortant surtout les uns et les autres à afficher une image d'un parti rassemblé, surtout par les temps qui courent aux États-Unis, avec on peut voir que la population vraiment américaine est totalement divisée. Donc les temps forts qu'on a pu remarquer, notamment, il y a eu la minute de silence en l'honneur de George Floyd et puis le témoignage poignant de son frère. Ensuite, il y a eu le speech de l'ancienne première dame Michelle Obama, qui était un peu la star, on va dire, de cette convention, qui a incité les Américains à voter comme si leur vie en dépendait, en expliquant que Donald Trump est le mauvais, je cite, un mauvais président pour les États-Unis, et qu'au lieu de calmer les tensions, la Maison-Blanche crée des divisions, le chaos et démontre un manque total d'empathie. Et puis, on a eu les interventions de Bernie Sanders aussi, qui a été un opposant de Joe Biden pendant les primaires, qui appelle aussi au rassemblement du Parti démocratique. Et enfin, l'ancien très conservateur gouverneur républicain de l'État de l'Ohio, John Kasich, qui s'allie justement aux candidats démocrates en argumentant que Trump a été une déception, je cite, et un échec monumental. On pensait que l'Ohio également, c'est quelque chose de très particulier. C'est un État, voilà, exactement stratégique électoral aux États-Unis. Voilà. Des amis à moi qui sont ces amis? Je vous dirai ça plus tard. Qui ont regardé le discours de Michelle Obama, l'ont trouvé pas très spontané. Si, justement, elle a beaucoup travaillé, spontané, elle a beaucoup travaillé sur ce on pense qu'on a un peu trop travaillé. Non, elle voulait vraiment travailler dessus parce qu'elle pensait que c'était extrêmement important de pouvoir dire tout ce qu'elle avait sur le cœur et de pouvoir le dire avec des bons mots pour que ce soit vraiment percutant, parce que par les temps qui courent, justement, les démocrates aux États-Unis ont vraiment besoin de faire entendre leur voix et de rassembler.
voilà, les partisans pour pouvoir voter. Tous les démocrates ne sont pas pour Joe Biden, malheureusement. Donc aujourd'hui, il fallait taper fort et je pense qu'elle a. Oui. Et bon, moi, bizarrement, j'étais plus à l'aise, en tout cas, avec le profil de Bernie Sanders, même s'il est assez vieux. Dommage qu'il se soit retiré de l'élection de la course à vieux. Mais avec un esprit jeune, je précise. En tout cas, je l'appréciais énormément. Quand on regardait pas très à l'aise avec Joe Biden. J'ai l'impression qu'il utilise un peu ce volet racial, dissension raciale, division, pour pouvoir se positionner. Mais bon, on verra bien. Sachant qu'il n'a pas un parcours très glorieux, en tout cas en ce qui concerne justement les discours raciaux et des décisions raciales. Nous vous chargeons de suivre de très près I will do so. Ok. Yes. Je me mets moi-même dans des situations assez compliquées. En tout cas, c'est l'essentiel de l'actualité du jour. On enchaîne tout de suite avec notre lu, vu et entendu. Hier, le président de la République, Alassane Ouattara, a déclaré « Je ne veux pas rentrer dans ce faux débat de la Constitution ». Qui peut dire qu'il la connaît, la Constitution, qu'il connaît la Constitution mieux que moi? Je ne voudrais pas rentrer dans ce faux débat de Constitution. La Constitution est votée par le peuple. Et qui a proposé Constitution? C'est bien Alassane Ouattara pour la Troisième République. Donc qui peut se dire, targuer de connaître cette Constitution mieux que moi? Qui peut dire qu'elle connaît? Qui a signé le décret pour envoyer la Constitution pour la soumettre au vote des Ivoiriens? C'est bien moi. Alors les gens, ils peuvent bavarder. Bon, alors c'est du vu, entendu. Et j'ai même un peu lu, donc du coup, vous avez tout ça. Alors, vous avez suivi cet élément, on l'a tous suivi, hein, un élément qui n'a pas manqué de marquer l'intérêt ou des réactions, j'ai envie de dire. Bien sûr. Hier, en tout cas, quand on a reçu l'information tout de suite sur la plateforme abidjan.net, on a tout de suite, en tout cas pour la plupart, on a tout de suite cru à une fake news ou à une intox ou au fait que peut-être le site avait été piraté parce que c'était très tranchant. C'était assez fort en tout cas comme déclaration. Et au fil des minutes, on s'est bien rendu compte que c'était effectivement vrai. Dans les commentaires en dessous de ce post-là, tout le monde disait non, c'est pas vrai. C'est pas possible. Bon. Ça a été... Après, on cherchait à savoir c'était dans quel contexte est-ce que ça avait été dit. Est-ce qu'il était dans un contexte très officiel ou pas officiel ou officieux. Bon, allez, aujourd'hui, on a le contexte, on a la vidéo. C'était lors d'une réception de chef. Oui. Voilà. Donc oui, le président l'a dit. Ok, c'est comment il justifie ça? Il dit c'est lui qui a proposé la Constitution, qui a été votée par le peuple. C'est lui qui a signé le décret de soumission de la Constitution aux Ivoiriens. Et en sa qualité de garant du respect de la Constitution, il est censé la connaître et veiller à sa bonne application surtout. Oui, alors il est censé la connaître, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec ça par rapport à tout ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement, il a proposé cette Constitution qui a été votée par le peuple. Mais allez, on est quand même en 2020 et on a quelque chose qui s'appelle la VAR aujourd'hui, hein, parce que voilà, on a des vidéos qui parlent d'elles-mêmes. Ces personnes qui ont travaillé et qui ont aidé le président à écrire cette constitution-là, à une certaine époque, avaient énoncé que le président, et par rapport à cette constitution, ne devrait pas pouvoir se présenter. Bon, aujourd'hui, il nous assure et il nous confirme qu'il est le détenteur de cette Constitution, en tout cas de la proposition de cette Constitution, et que personne d'autre ne la connaît mieux que lui, qu'à cela ne tienne, mais ça reste quand même une question posée à ce niveau-là. Pourquoi est-ce que cette Constitution-là prête à tant de débats? Prête à tant de débats, pas parce que c'est la Constitution en elle-même, mais je pense que c'est surtout au niveau de l'article 183 qu'il y a peut-être cette difficulté de compréhension avec toutes ces interprétations qu'on entend depuis le début. Et lorsqu'il dit qui peut dire qu'il connaît mieux la Constitution mieux que moi, il ne faut pas oublier qu'il y a également le comité d'experts qui a tablé et qui a travaillé sur cette Constitution en 2016.
c'est clair qu'il est le garant de la Constitution, mais derrière, il ne faut pas oublier également que c'est une Constitution qui a été votée par des populations qui ont dit oui. En tout cas, une partie de la population qui a dit oui à cette Constitution, mais qui derrière a la légitimité aussi de vouloir mieux comprendre ce pourquoi elle s'est prononcée. Bon, après, je dis une chose, j'écris quelque chose, mais vous savez, il y a l'interprétation ou la proposition du texte dans le sens étymologique, et il y a l'interprétation d'un texte au niveau légal. C'est deux choses différentes. Pour avoir fait un tout petit peu de droit, donc le président est à même de dire qu'effectivement il la connaît, puisqu'il a fait écrire cette constitution. Maintenant, au niveau de l'interprétation légale, et par rapport à... On lit déjà une estime, c'est un faux débat. Moi, j'aimerais bien, en fait, que ça ait été quelqu'un qui ait étudié le droit constitutionnel ou qui soit une référence à ce niveau-là, donc une personne ressource qui nous dise que je connais parfaitement cette constitution. Moi, j'aurais bien aimé. Et aussi, le problème à noter, c'est le fait qu'on parle de rétroactivité ou pas de cette fameuse constitution, et surtout de l'article 183, par exemple. Moi, je pense qu'il faut tous s'en tenir à la décision qui est attendue du Conseil constitutionnel après le 31 août. Suspendu aux lèvres du Conseil constitutionnel. Oui, voilà. Et justement, on a envie de dire ce qui a prêté un peu, ce qui prête un peu à confusion à l'interprétation, c'est que justement, il y a eu une première interprétation qui disait c'est possible, c'est pas possible. Ensuite, des experts disent... Oui, qui a été débattue et, justifiée par des constitutionnalistes qui sont allés sur des plateaux de télé pour dire qu'ils ne pouvaient pas se présenter à un troisième mandat, mais on a eu dernièrement l'intervention du ministre Adjoumani qui a précisé que la question n'avait pas été bien posée et qu'il fallait juste savoir que c'était pas un troisième mandat, mais le premier mandat de la Troisième République. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, les juges constitutionnels vont trancher. Il faut reporter le contexte. Si vous me permettez, Brice, rapidement, je me dis, je pense que le président s'adressait au chef. Et j'ai pas envie de dire que c'était maladroit, mais je pense que politiquement, dans un autre langage, dans une autre circonstance, il aurait choisi peut-être d'autres mots, je pense. Bon, alors, ce qu'on dit... Tout est dans la défense du message. Et il dit, j'ai demandé, les gens, enfin on va caricaturer, on va schématiser. Vous travaillez sur quelque chose, vous venez me l'apporter, vous me dites, Monsieur Brissano, vous lancez votre émission. Donc, avant de lancer, je lis le texte. Donc, je connais le texte. D'accord? Donc, il dit, je connais le texte. On va constamment rester dans ce jeu d'interprétation jusqu'à ce que, justement, le Conseil constitutionnel se prononce. Et à propos du Conseil constitutionnel, il faut rappeler qu'il est chargé de la validation des candidatures. Et ces décisions sont donc irrévocables, insusceptibles de recours et opposables à tous. Par contre, je suis d'accord. De toute façon, vous pouvez bavarder, Brice. Le Conseil constitutionnel tranchera. Voilà, ils ont le dernier mot. Ils ont le dernier mot. Voilà. Tous les regards sont tournés vers le Conseil constitutionnel. Nous, en tout cas, on va tourner. Vous pouvez boire aussi. La page du vous pouvez boire. Vue et entendue. Et c'est l'heure de notre micro-trottoir pour la suite. Ils sont des figures incontournables de nos communautés et pour les concitoyens, le dernier lien entre nous et le divin. Quelle est la contribution des guides religieux dans la vie politique nationale? Nous avons posé la question dans ce micro-trottoir. Dans le volet politique, il faut reconnaître que les guides religieux ont une contribution. C'est d'amener la population à être bien orientée. Donc c'est aux guides religieux de canaliser cette population-là. Voilà, en leur demandant de s'informer, de s'instruire et de voir plus positivement les questions politiques. Quand on est religieux, on est politique. Dans la mesure où on a une vision. La politique aussi, c'est une vision. Non, je suis désolé. Un guide de la religion, c'est pas celui de la politique. C'est pas possible. Parce que les hommes politiques viennent, ils s'en vont, mais la religion ne finit pas. La religion ne finit pas. Donc, le guide religieux doit vraiment apporter la prière pour ses fils et ses filles. La contribution des guides religieux, c'est de dire aux politiciens qu'on doit s'entendre. Nous sommes frères et sœurs. Il ne doit pas avoir la guerre entre nous. Un guide religieux ne doit pas s'impliquer dans la politique parce que Dieu n'a pas dit aux guides religieux de faire la politique. Les guides religieux peuvent prier pour arranger. En tant que guides religieux, ils ont leur contribution. À un certain moment, quand ça ne va pas, il y a des choses qu'ils peuvent dire, mais ils ne peuvent pas s'ingérer, c'est-à-dire s'ingérer dedans même, être dedans de la manière dont le font les politiciens même.
C'est-à-dire que Jean, un guide religieux, être directeur de campagne. Aujourd'hui, il y a certains aussi qui font n'importe quoi. Il y a des guides religieux qui sont manipulés aussi par l'argent. On peut venir voir un guide avec de l'argent, il prend parti. Automatiquement, il prend parti. Il peut être derrière un président, même s'il fait mal, il est avec lui. Les guides religieux dans la question politique devraient rester plutôt objectifs. Ne pas soutenir un camp par rapport à un autre parce que ils sont plutôt familiers à l'autre camp et puis appliquer beaucoup de sagesse. C'est eux les yeux et les oreilles du peuple. Nous les écoutons plus que nos maris, que nos enfants, que nos partenaires. La contribution des guides religieux dans la politique, elle est très grande. Un guide religieux, vraiment, c'est des hommes pieux. Il ne doit pas avoir des partis pris dans les conflits politiques. Il ne doit pas contribuer à un meeting. Les guides religieux n'ont pas le droit de dire à ses fidèles, allez-y voter tel candidat ou tel candidat. Doivent-ils se mêler de la politique, nos guides religieux? Bon, en général, il faut savoir que la religion ne cautionne pas l'injustice, où qu'elle soit. On sait que la plupart des prophètes de leur temps ne cautionnaient pas également, en tout cas fustigeaient également ces injustices. On prend le cas de Jésus par exemple, au temple, contre les pharisiens ou contre les Romains. En général, en tout cas, dans la religion, on fustige, on se pose en défendeur des populations pour lesquelles on s'inquiète en fait. Donc ça, c'est déjà un volet à prendre en compte sur le fait que oui, est-ce qu'il faudrait ou pas que les guides religieux puissent s'intéresser à l'environnement politique. Il y a dans l'histoire de certains pays, il y a des pasteurs, bien sûr. Mais quand on va bien au-delà, même dans l'histoire du vieux continent de l'Europe à l'époque, bah, écoutez, l'Église avait une grande part dans les décisions politiques. C'était l'Église, on consultait même les rois à l'époque, consultaient le pape avant de prendre des décisions. En tout cas, l'Église avant de prendre des décisions. Donc, les religions ont toujours eu, dans l'histoire de notre monde moderne, une place de choix, on va dire, dans les décisions politiques. Maintenant, après, je pense aujourd'hui, pour revenir à notre ère, c'est qu'est-ce qu'ils font de cette place-là, justement. C'est ça. Est-ce qu'ils aident à prendre les bonnes décisions? On a vu justement dans le reportage l'intervention de la dame qui disait on les écoute plus que nos maris, que nos enfants. Même ça montre l'impact quand même que les hommes religieux ont dans la vie et dans la conscience de tout un chacun. Pour la plupart. Et donc, comment ils utilisent cela pour aller à la paix, aider à aller à la paix, à la réconciliation nationale et tout ça? C'est ça la question. On a vu aux États-Unis Martin Luther King qui, lui, avait fait un appel, c'était pacifique. C'était des marches, c'était, on va dire des rassemblements. Mais il prenait position. Oui, il prenait position. Quand il n'était pas d'accord. Au-delà du fait qu'ils soient religieux, il reste des hommes, il reste des citoyens. Ouais. Et si justement ils ont un point de vue à donner, comme Edith le disait, que leurs concitoyens sont blâmés dans leurs droits, je pense qu'ils ont le droit et le devoir même, en tant que religieux et en tant que guide, de se lever et de faire passer un message de justice, de paix. Ils ne vivent pas en dehors de leur temps. Ils prônent des valeurs et lorsque ces valeurs, en tout cas qu'ils prônent auprès de leurs fidèles, pour eux sont bafouées, ils ont le droit de s'exprimer, de prendre position, mais pas position pour un homme politique, mais position pour les populations, le bien-être des populations. En tout cas, on va permettre à nos téléspectateurs de poursuivre le débat à la maison. On voulait juste susciter donc cette réflexion-là. Puis on espère que ce débat-là pourra être mené chez vous à la maison. En tout cas, ici, nos positions sont bien connues. Et, voilà. Avec nous ce soir, El Hadj Cissé Djiriba, imam de la mosquée du Plateau, et directeur de la radio-télévision Al Bayan, et M. Fayiraban Rodrigue Koné, sociologue, chercheur et analyste sur les questions sécuritaires. Ce sont nos invités du talk. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Merci de nous faire l'honneur de vos présences sur ce plateau. On va parler de paix, de dialogue, de réconciliation. Je crois qu'on en a vraiment besoin, on en parle. Les Ivoiriens réclament cela et je pense qu'avec vous ce soir, nous allons aborder ces questions. Et justement, à propos de paix, de réconciliation, de dialogue, ce sont des termes qu'on entend. Pour les sociologues que vous êtes, Monsieur Koné, comment on définirait ces termes-là? Oui, c'est vrai que ce sont des termes qui sont tellement usuels, qui sont rentrés dans le quotidien de tout le monde. On le prononce sans peut-être souvent s'arrêter sur le sens profond qu'il révèle. La paix,
pour beaucoup de personnes, c'est quelque chose de bien évident qu'on vit, mais on ne se rend pas compte que, comme je disais, que c'est quelque chose de très, très profond. Parler de paix, c'est simplement dire que quand on est dans une société où tout est presque en harmonie, où il y a une sorte d'entente entre les différentes composantes de la société, et cet état d'harmonie, mais aussi cet état, si vous voulez, de bien-être à travers, je dirais, des actions qui sont menées par l'État pour redistribuer de façon équitable les ressources, ainsi de suite, mais qui aboutit à une situation paisible, à une situation d'harmonie. On pourrait parler de paix, mais il faut faire attention. Souvent, certaines veulent définir la paix à contrario de la guerre et l'absence de violence. La paix, ce n'est pas l'absence de violence ni, je dirais, de conflit. Cette absence, si la paix est beaucoup plus concrète. Elle est un état, mais aussi c'est aussi un processus dans lequel les différents acteurs, comme je dis, qui sont dans une société où il peut y avoir des conflits, gèrent ces conflits de façon pacifique et non violente. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit en situation de paix, mais cette paix-là, du moins ces conflits sont gérés de façon non violente, et ça c'est une dimension importante de la paix. Voilà. On parle aussi de réconciliation. Oui, bon, parler de réconciliation, c'est, si vous voulez, le rétablissement du lien social qui, dans une étape antérieure, a été rompu, où il y a eu une absence, je dirais, où on constate une absence de relation intense entre les différents groupes qui sont dans cette société. Donc, le processus de réconciliation devient un mécanisme par lequel on va reconstruire ce lien social, surtout en le basant sur une confiance, un rétablissement de cette confiance-là qui permet de revenir à un niveau, je dirais, beaucoup plus paisible. Serge Kouachi. Moi, j'ai juste envie de poser une question toute bête, hein, déjà, à notre invité, M. Koné, c'est de savoir, qu'est-ce qu'un sociologue? Ah, un sociologue, on va dire que c'est un spécialiste de l'analyse sociale, de la réalité sociale, qui essaie de comprendre un peu les mécanismes par lesquels on fait société, mais qui essaie également de mener des analyses sur des défis, des contraintes sociales et faire des recommandations également. Donc, c'est ta question, je crois qu'il avait une petite idée derrière la tête. Non, mais c'est fort de se savoir justement que je me retournais maintenant vers notre très cher imam pour lui poser cette question. Je m'en doutais bien. Alors, très cher imam El Hadj Cissé Djigui-Ba, vous avez dit, et je vous cite, la réconciliation ne s'improvise pas, le dialogue est un art, tout comme l'art. Ce que j'ai dit, bien réfléchi. En fait, la réconciliation dans toute société est un processus continu, puisque les mésententes, les conflits, les malentendus règnent aussi bien au sein d'une famille qu'au sein d'une société de façon plus large. Il y a donc un processus de remise en commun, de compréhension mutuelle qu'il faut amorcer et qu'il faut apporter régulièrement. Et il peut arriver également que ceux qui sont en incompréhension ne soient pas capables de se comprendre par un dialogue qu'ils instaurent entre eux, d'où l'arbitrage d'une tierce personne pour les aider à se comprendre. Et de ce point de vue, nous avons ces enseignements dans le livre saint, dans le Coran, et vous l'aurez également dans la Bible. Mais le Coran nous dit, lorsqu'il y a un malentendu entre deux personnes, venez à leur secours pour les réconcilier. Et cette réconciliation s'est faite par une assistance. Écoutez bien celui qui est considéré, ou la personne qui est considérée comme étant l'agresseur. Et de ce point de vue, amener les deux à proposer les solutions et savoir se tolérer et s'accepter et redémarrer le processus de la cohabitation pacifique. Et c'est ça le processus de réconciliation. Mais il peut arriver que lorsque la situation est beaucoup plus grave, elle a un mécanisme de règlement total du conflit.
Et cela, c'est aussi le rôle des organismes qui sont là pour ça. Et c'est aussi le rôle des religieux. Est-ce que vous pensez justement que cette association-là fonctionne en ce qui concerne la réconciliation en Côte d'Ivoire? Ça fonctionne. Aujourd'hui, je regrette que mon alter ego, qui est le père Abeka ou bien le père Augustin, ne soit pas là. Mais nous le faisons depuis près d'une vingtaine d'années, sous forme de conférences. Et lorsqu'une société est en difficulté, lorsqu'une famille a des difficultés au niveau des conjoints, au niveau des enfants, il y a toujours besoin du religieux pour apporter la parole de réconfort. Et il y a toujours besoin d'amener, n'est-ce pas, la cause pour laquelle les gens sont opposés ou sont en conflit, mais aider, parce qu'il ne s'agit pas d'installer la réconciliation tous azimuts. Et vous avez commencé d'ailleurs par la cellule familiale avant de peut-être l'étendre à l'ensemble du pays. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc cela peut être un processus d'éducation. On assiste à un certain nombre de conflits en Afrique, pour des raisons ethniques, pour des raisons raciales, pour des raisons diverses, des différences. Pardonnez-moi de vous arrêter, mais je crois qu'on va revenir. On aura des questions sur ce volet-là, donc vous aurez le temps de nous expliquer un peu, parce qu'on sait que vous avez beaucoup travaillé sur la question. Vous parliez tout à l'heure de plus de 20 ans d'expérience. Donc là, on a beaucoup de respect pour cette expérience-là et je crois qu'on va la partager à nos téléspectateurs. Réana, si vous avez une question. Alors moi, j'aimerais bien m'adresser à vous, Monsieur Koné, parce qu'effectivement, on parle de réconciliation dans un contexte où la Côte d'Ivoire a traversé depuis une trentaine d'années des crises voilà, à répétition. Et ce que j'aimerais vous demander, c'est, selon vous, quelles seraient les causes profondes? La crise que nous vivons, ou les crises multiples que nous vivons à répétition, sont de nature politique. Et leurs raisons aussi, il faut les trouver. Vous savez, l'État de Côte d'Ivoire existe depuis pratiquement 1960. Et si l'on prend ce temps historique, là, on peut globalement le reconstituer en deux grandes situations en fonction de la problématique que nous vivons, dont nous débattons, je voudrais dire. On va dire de 1960 jusqu'à 90-93, jusqu'au décès du premier président, on a vécu dans une sorte de relative stabilité, de paix. On a vu que les conflits ont commencé donc à prendre de l'ampleur à partir je vais dire de 90 globalement, qui correspond à l'ouverture de l'espace politique au multipartisme. Et mon analyse première en temps désignant un peu les causes qui sont liées au conflit à répétition en Côte d'Ivoire, il y a d'abord, je veux dire qu'il y a une négociation ratée de l'entrée en démocratie dans un premier temps. Si vous constatez la première partie dont je pars sur la gouvernance entre 1960 et 1990, cette stabilité était pratiquement due à il y avait un seul parti, un parti unique, et un artisan qui était le chef de l'État et qui a mis en place une praxis politique qui lui permet de redistribuer les ressources produites de la nation plus ou moins équitable, mais qui était doublé aussi d'une forme de répression de toute alternative ou de toute autre forme d'initiative politique. Il y a eu donc des événements, je dirais, politiques. Notamment, il y a eu cette question du sans-vie dans les années 58 jusqu'en 60 par là. Il y a eu cette histoire du guébier, ainsi de suite. Il y a eu des frustrations, des éléments de cristallisation dans la mémoire. Oui, mais justement, pourquoi après plus de 30 années, on ne semble pas encore être sorti de l'auberge? Mais justement, quand on entre quand je parlais d'entrée mal négociée dans le multipartisme, quand on rentre dans l'espace démocratique, les partis politiques ne se sont pas véritablement constitués sur une base démocratique véritable, je dirais, de l'engagement politique autour de cette mémoire douloureuse cristallisée, autour d'une manipulation de la dimension identitaire. De sorte que les partis démocratiques comme des groupes de bataille autour de communautés ethniques, avec une perception de l'État comme étant un gâteau à conquérir et à partager. Je voulais citer l'imam Djiriba justement à ce propos-là, qui disait que nos populations n'ont pas été, les Ivoiriens n'ont pas été préparés à la démocratie. Vous partagez ce point de vue?
Pas qu'ils n'ont pas été préparés, c'est-à-dire que le travail des partis politiques de fabriquer des citoyens qui, justement, s'engagent autour des idéologies politiques a été faussé à la base. Donc, à la place de ces idéologies politiques qui définissent l'identité citoyenne et qui définissent les contours, je dirais, les contours du bien commun, ainsi de suite, se sont substitués donc une perception, à mon avis, de clivage autour d'identité ethnique. Et finalement, pour faire un peu comme vous, Brice, moi j'ai envie de demander à notre imam El Hadji Cissé, est-ce que vous pensez que finalement, est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que l'Afrique, de façon générale, voire les Ivoiriens, ne sont pas adaptés à cette forme de démocratie basée sur le multipartisme? Est-ce qu'on ne doit pas aller vers une monarchie? Non, je ne partage pas ce point de vue. Je pense que la démocratie est un principe, est une approche idéologique qui permet la participation de toutes et de tous au choix de celui qui va diriger le pays. Et cette démocratie a des valeurs d'unité, d'égalité et des valeurs également de respect de la vie, de respect des autres, de la vie des autres. Et cette démocratie va à la réalisation pour ceux qui sont candidats aux différentes élections à produire un projet de société autour des valeurs et qui également doivent faire montre d'une certaine expérience qui leur permet d'avoir une légitimité sociale des personnes qui leur font confiance en fonction de leur projet de société et non en fonction de leur origine tribale, de leur tribu, de leur origine ethnique. C'est ça le mal de l'Afrique que nous vivons aujourd'hui. Et je pense que c'est cela que nous avons souvent soutenu, que nous sommes entrés en démocratie sans savoir exactement quelles sont les valeurs autour desquelles la démocratie est exercée. Et aujourd'hui, je peux dire que nous sommes pas mal partis, comme le diraient certains penseurs ailleurs. Vous ne partagez pas ce point de vue-là. Le processus démocratique se construit au fur et à mesure, mais il est important que les jeunes, disons, apprennent qu'est-ce que c'est que la démocratie. Et qu'ils partagent les valeurs de la démocratie. Et qu'ils sachent quel est leur rôle dans l'avènement d'une démocratie. Je dirais un élément qui juste avant, parce qu'on a la pub tout à l'heure, je vous permets de finir la phrase. Imam, finissez la phrase parce qu'on a la pub. Il y a un élément qui est extrêmement important. La démocratie se construit autour de trois éléments. Conquérir le pouvoir, exercer le pouvoir, influencer le pouvoir. D'accord. Si on a ces trois valeurs, on s'arme par rapport à l'exercice de ce que nous avons choisi, selon la position que nous occupons. D'accord. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk et nos invités ce soir sont El Hadji Cissé Djikiba, imam de la mosquée du Plateau, directeur général de la radio-télévision Al Bayan, et M. Fayraman Rodrigue Koné, il est sociologue, chercheur et analyste sur les questions politiques et sécuritaires. On parlait tout à l'heure de valeurs, imam Cissé. La vérité, c'est très très important. La vérité libère. As-saraha raha. La vérité libère. Mais quelle vérité? Nous avons assisté à quelque chose chez nous où on a dit la parole est libérée. La parole a un poids. La parole peut empoisonner. La parole peut construire. La parole peut guérir. Mais lorsqu'on la libère à la portée de tout le monde, le désordre s'installe. Parce que derrière la parole de vérité, il y a une responsabilité qu'il faut assumer. Et c'est pour cette raison que l'Afrique souffre quelquefois d'un certain nombre de laxisme et de manque de responsabilité par rapport à ce qu'on dit et par rapport à ce qu'on doit faire. Ainsi donc, le religieux vit avec la vérité, parce que la parole de Dieu est vérité. Il faut la dire, il faut l'assumer. Il faut aider ceux qui sont derrière soi ou qui sont les fidèles. Il faut les aider à assumer la vérité. Et l'assumer veut dire quoi? C'est dire que je dois dire la vérité,
ben, je dois le dire. Et si je veux qu'on me dise la vérité, il faut que je sois celui également qui soutient la vérité. Et le tout n'est pas de là, n'est-ce pas? Est-ce que c'est là la place du religieux en politique? Non, la place du religieux n'est pas au centre de la politique. La place du religieux, c'est d'enseigner un certain nombre de valeurs morales, spirituelles, intellectuelles aux fidèles. Voilà ce que Dieu aime. Parce que la religion a deux dimensions. Une dimension verticale qui nous met en contact avec le Seigneur du monde et une dimension horizontale qui est en fait le partage des biens entre nous. La parole est un bien. Il faut la faire partager. La parole de Dieu est un bien, est guéri. Et de ce point de vue-là, nous disons, nous ne faisons pas la politique politicienne en ce qui concerne l'exercer comme ceux qui cherchent à briguer les postes, mais nous devons dire aux gens, le respect de la vie est fondamental. Toutes les organisations de défense des droits de l'homme insistent sur le droit à la vie. Donc on n'a pas le droit d'enlever la vie de quelqu'un à cause de son objectif politique ou bien de son ambition politique. Parlant d'enlever la vie, nous sommes à 12 semaines presque des élections présidentielles. On voit déjà qu'il y a déjà eu 4 morts à cause de tout ce qui s'est passé. Quelle solution vous proposez justement pour ne pas que la Côte d'Ivoire retombe dans les crises qu'elle a connues? Nous, c'est ce que je dis et je le redirai toujours, que nous, en tant que religieux, dans nos temples, dans nos églises, dans nos mosquées, invitons les jeunes à éviter de se faire harakiri et d'aller se faire tuer, n'est-ce pas, pour des ambitions qui ne sont pas les leurs. Les jeunes veulent du travail, ils veulent le savoir, et donc ils veulent aller à l'école. Mais lorsque, au cours d'une élection, vous détruisez pour 200 milliards ou bien 400 milliards des biens dont vous allez hériter, vous êtes en train de construire votre avenir. Il faut donc parler, c'est cette parole de vérité qu'il faut dire aux gens. En Afrique, la sensibilisation, l'éducation. Quel est votre regard sur ce qui se passe au Mali, où nous avons un imam qui est porte-parole de l'opposition? Nous avons... les contextes ne sont pas les mêmes. Mais lors d'une de nos rencontres, nous avons dit que nous avons notre approche pour résoudre les problèmes qui sont les nôtres en Côte d'Ivoire. S'ils ne sont pas contents, nous rencontrons l'autorité pour dire bon, il y a telle chose qui peut mettre à mal la paix sociale dans notre pays. Donc, regardez et faites un effort pour que ces problèmes-là soient résolus. Donc, ça, c'est chose. Mais la Côte d'Ivoire a connu des crises à répétition. Est-ce qu'on peut estimer que, je pense que dans le règlement de ces crises-là, vous avez tenté également de discuter avec les protagonistes, avec des protagonistes qui sont, pour certains, vos fidèles. Est-ce que vous avez l'impression d'être entendu lorsque vous rencontrez ces personnalités? Nous sommes écoutés, mais on n'a pas toujours l'impression d'être compris et d'être entendus. Mais cela ne doit pas. Vous savez, une goutte d'eau qui tombe sur un rocher, s'il vient ce qui vient à répétition finira un jour par percer. Les hommes sont des hommes, ils ont un cœur. Nous n'allons pas arrêter de leur parler, d'éviter tout ce qui peut mettre en mal la paix sociale, donc saccager tous nos biens. Et le bien le plus précieux, c'est l'être humain. Je parle tout de suite du respect de la vie. Cela doit être un enseignement, aussi bien dans les lieux de culte, mais que partout où nous nous rendons. Et cela, tout père de famille, toute mère de famille, parce que, mesdames, c'est vous qui donnez naissance aux enfants. Parlons ensemble aux enfants. Pour moi, la paix n'est pas une donnée intuitive comme ça, c'est une construction. C'est une construction. Je pourrais citer peut-être 2 éléments seulement. D'abord, c'est un processus, je dirais, de transmission d'un ensemble de valeurs, des valeurs aussi importantes, Liman en a parlé tout à l'heure, qui sont le respect de la vie, de la dignité, de la vie humaine, le respect, la tolérance, qui est une forme d'acceptation de la différence, et ainsi de suite. Donc il y a un processus éducationnel dans lequel sont responsabilisées à la fois les entités familiales, mais également les institutions de la société globalement. Et donc, pour transmettre ces valeurs-là, donc on construit la paix. Ce n'est pas une donnée objective comme ça qu'on a du coup.
Et deuxième élément important, et ça c'est le rôle central de l'État. L'État a un rôle primordial dans la pacification d'une société, à la fois à travers ses politiques publiques de redistribution des richesses qui doivent être basées sur une sorte d'équité. Sinon, si on crée une société avec beaucoup d'inégalités sociales et économiques, vous verrez que cette société-là va se manifester par des tensions récurrentes à la fois. L'instrumentalisation politique des jeunes dont parlait l'imam, elle se base sur des situations économiques difficiles pour également ces jeunes-là. Plus les individus sont vulnérables économiquement, ils sont facilement manipulables. Et donc, il y a un travail important en termes de développement, de politique publique, mais de politique publique qui ne soit pas, qui prennent une dimension sociale importante en termes de redistribution équitable des ressources. Et donc, ça, c'est la responsabilité de l'État. Mettre en place également des institutions politiques qui sont solides. Vous remarquerez que dans le cas ivoirien, nous avons une instabilité continue autour des règles de droit. Il y a une instrumentalisation à chaque fois de la règle de droit. Nous sommes dans un débat autour de la Constitution actuellement en Côte d'Ivoire, mais vous verrez que c'était la même chose en 2000, quelques années avant. Donc là, il n'y a pas d'éléments consensuels. Le dialogue politique doit être une valeur cardinale qui permet de définir un minimum de règles communes sur ce qui peut être fait ou ce qui ne peut pas être fait. Ça, c'est très important. L'éthique en politique doit être, je dirais, une boussole qui doit nous permettre de dire que, bon, justement, on lutte pour l'intérêt général des citoyens, non l'intérêt des groupes partisans. Donc, la définition de règles politiques qui permettent de créer un jeu politique équitable reste quelque chose de très important. D'accord. Oui. C'est bien noté. Oui. On va permettre à Serge Kouachi de poser une autre question. Alors moi j'ai juste envie de vous demander, justement, dans cet élan de cohésion sociale et surtout dans cet élan de changement. Tout à l'heure on vous a entendu vous rejoindre sur le fait que les Ivoiriens soient mal entrés en démocratie. Alors, si on a envie de faire changer les choses, parce que je pense qu'il est sous-jacent ce besoin-là, comment faire pour qu'à un moment, on n'ait pas un break qui se transforme en situation comme ce que le Mali est en train de vivre aujourd'hui? Ben, je pense pour le cas ivoirien, la responsabilité des acteurs politiques est cruciale. Mon analyse est que nous sommes dans la période oufouétiste encore, c'est-à-dire Houphouët-Boigny n'a jamais été aussi vivant qu'après sa mort. Tous les acteurs politiques se réclament de sa doctrine, de sa vision politique, mais plus qu'une vision, il y a un ensemble de réflexes et de pratiques qui sont encore à l'œuvre dans le champ politique ivoirien. Je prends un exemple très simple, vous voyez les partis politiques, ce sont comme des partis uniques en miniature, dans lesquels il n'y a pas de démocratie en interne. Vous ne pouvez pas prétendre vouloir construire une démocratie quand vous n'êtes pas démocrate vous-même. Donc, ce sont des mécanismes qui sont très importants. À mon avis, il faut que nous sortons progressivement de cette vision du parti unique qui était sur la première période oufouétiste. La société a complètement changé. Regardez simplement au point de vue de la démographie. En Côte d'Ivoire, l'âge moyen est de 20 ans pratiquement. Mais est-ce que vous savez que les 77,73% de la population en dessous des 35 ans, mais regardez l'âge de l'élite politique. Il n'y a pas eu de renouvellement de l'élite politique depuis longtemps. Et ça, il y a une cassure, une dichotomie énorme entre ces jeunes générations. C'est quand même impressionnant de voir, par exemple, des icônes comme Didier Arafat devenir véritablement des leaders autour desquels les jeunes s'accrochent. Et je citerai encore d'autres acteurs, quelqu'un comme Didier Drogba, on a un besoin véritable, une attente de changement social, mais qui est incarnée par des nouvelles figures dans l'espace politique, qui devraient nous permettre de déboucher et de décrisper un petit peu la situation. Voilà. Ça c'est un élément. Bon. C'est vrai. Imam Djikiba, est-ce que, pour terminer cette émission-là, est-ce qu'aujourd'hui, les nombreux Ivoiriens qui s'inquiètent ont raison de le faire? Est-ce qu'on peut être optimiste pour la situation en Côte d'Ivoire? Je répondrai qu'il faut être optimiste. Mais cet optimisme-là se construit avec des comportements et un certain nombre d'actes qu'il faut poser. En fait, l'optimisme va se construire autour de quoi? Ça va se construire autour du fait
que nous avons connu une situation dramatique en 2010. Nous avons eu beaucoup de morts. Qui est prêt à aller se donner à la mort? Ça. La jeunesse, si on dit qu'ils sont morts, il y a eu 20 000 morts, il y a eu tel... C'est qui? Est-ce que c'est les personnes de 70 ans, 80 ans? Non. C'est les jeunes. Mais les jeunes n'ont pas leur place sur le front des batailles pour s'entretuer. Pour une cause certainement souvent qu'ils ignorent. Donc il ne faut pas qu'ils aillent se faire, disons, des chairs à canon. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Et c'est en cela que nous qui les recevons, où moi, ma mosquée se fait 6 000 personnes chaque vendredi, je dois leur donner le message du respect de leur vie et de savoir que la Côte d'Ivoire ne doit pas partir en feu. Le Mali a des difficultés. Là, il y a 10 ans, nous étions, la plupart des Ivoiriens étaient dans les pays, au Ghana, au Libéria, en Guinée, au Mali, au Sénégal, d'autres pays. Mais ils doivent se dire que c'est difficile d'être expatrié. C'est malheureux. Et pour éviter cette situation, il y a donc un appel à réflexion, une introspection, une rétrospection, pour que l'Ivoirien se dise, pour rien au monde, nous allons quitter notre pays et nous avons donc l'obligation de nous entendre par un dialogue entre les jeunes qui doivent se discuter. Non, nous n'allons pas nous laisser mourir. On est des frères, on est des sœurs. Et cette fraternité doit être un bouclier. Et doit prévaloir surtout. Doit prévaloir. Merci beaucoup. Pour terminer, justement, il y a une affiche qui se balade sur Facebook en ce moment d'un jeune artiste où il est écrit « Si nous sommes moutons en 2020, allons-y prendre les armes et sortons nous tuer ». Merci Elhadj Cissé Djigiba, merci beaucoup Monsieur Koné d'avoir été avec nous sur ce plateau du Live Talk. On vous retrouve demain sur ce même plateau-là. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Les programmes de Live TV continuent. Que Dieu vous garde.